Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur France Info. On va commencer par l'actualité internationale. On a appris hier soir que des frappes israéliennes avaient fait au moins 50 morts dans la bande de Gaza. Des frappes représailles selon Benjamin Netanyahou à la mort d'un soldat israélien, mort qu'il impute au Hamas. Est-ce que cet accord de paix qui a été conclu par Donald Trump, selon vous, il était impossible à tenir ? Déjà, j'espère qu'on revienne le plus vite possible à une situation de cessez-le-feu parce que ces frappes, elles ont fait 50 morts, vous l'avez dit, mais parmi eux, 22 enfants, une nouvelle fois, parce qu'à chaque fois qu'il y a des frappes israéliennes, c'est des frappes qui frappent durement, notamment les enfants. Et je veux d'abord avoir une pensée pour les familles, les personnes qui connaissent des personnes qui sont décédées. Moi, j'espère, je souhaite toujours qu'on puisse arriver de nouveau à un cessez-le-feu. C'est une situation dramatique. C'est possible selon vous ? C'est toujours extrêmement difficile parce que chacun se renvoie à la responsabilité de la rupture du cessez-le-feu. Et on peut craindre une remontée en puissance des tensions. Maintenant, ce qu'il faut, encore une fois, c'est qu'on retourne le plus vite possible à un cessez-le-feu. Ces accords de paix, ils sont critiquables parce qu'ils sont imposés de l'extérieur par la puissance américaine. Mais en même temps, si on peut aller rapidement revenir à une situation de cessez-le-feu, c'est ce qu'il faut qu'on souhaite tous, je pense. Alors, on va revenir à l'actualité qui vous occupe le plus. En ce moment, c'est les débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de vous suivre, les Insoumis, en ce moment. Vous dénoncez le manque de justice fiscale, par exemple, et pourtant, vous avez sauvé les plus aisés en votant de faire sauter le gel du barème de l'impôt sur le revenu sur tout le monde. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Bon, déjà, il faut expliquer de quoi il s'agit. C'est que le gouvernement voulait faire une année blanche, c'est-à-dire ne pas indexer sur l'inflation les tranches de l'impôt sur le revenu qui permettent justement de faire payer les plus riches des parts plus importantes. Il y avait un amendement de M. Wauquiez qui proposait de supprimer cette année blanche, c'est-à-dire faire en sorte que 18 millions de Français ne voient pas leur impôt augmenter et, c'est ça qui nous intéresse le plus, que 200 000 Français n'entrent pas dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on ne mette pas à contribution les personnes les moins fortunées de notre pays. Nous, ce qu'on vote, c'est une règle universelle. Si on dit qu'on indexe les tranches sur l'inflation, on indexe les tranches sur l'inflation. Mais vous savez, il y avait un certain nombre... Vous ne pouvez pas cibler que les tranches les plus basses ? C'était une possibilité, mais nous, on préfère mettre en place des règles universelles et ensuite augmenter le taux d'imposition des tranches les plus élevées. Parce que sinon, vous dites que vous faites une règle différente sur cette indexation sur l'inflation entre les plus pauvres et les classes moyennes ou les classes favorisées. C'est vrai, la première fois que vous diriez que les plus aisés ont des règles différentes. Regardez, c'est pas tout à fait la même idée. C'est-à-dire, quand on augmente le taux d'imposition des tranches les plus favorisées, on dit, bon bah voilà, eux ils gagnent beaucoup d'argent, on va les imposer davantage. Quand on réindexe sur l'inflation, on met en place une règle, on dit, bon bah voilà, on considère que c'est pas normal de pas indexer sur l'inflation. Donc la règle, elle doit être universelle et elle doit être valable pour tout le monde. Moi, je suis très fier qu'on ait réussi à ne pas faire augmenter l'impôt de 18 millions de Français et surtout, je le disais, mais qu'on ait sauvé 200 000 personnes de l'entrée dans l'impôt sur le revenu. Alors justement, on parlait de justice fiscale. Il y a bien des gens sur ces 18 millions de Français à qui vous voulez augmenter les impôts. Ah bah voilà. Ce sont les plus riches. Vous ne l'avez pas fait en le votant, mais vous ne l'avez pas voté. Est-ce que vous êtes prêt à voter la taxe Zuckman Light, comme on dit, que proposent les socialistes? Le vote, c'est a priori vendredi. Ouais, ça, on n'en a pas encore débattu entre nous. Ça va être un sujet de débat parce que je vais expliquer pourquoi il y a un doute pour nous. La taxe Zuckman, c'est donc 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Les gens doivent payer au moins l'équivalent de 2% de leur patrimoine. Cette taxe, elle vise à n'exempter personne. Il ne doit pas y avoir de règles pour s'enfuir. Or, la taxe Zuckman Light, eh bien, elle permet à ceux qui ont plus de 50%, qui détiennent plus de 50% de leur entreprise, de fuir l'impôt. Ça voudrait dire qu'une personne comme M. Bolloré, par exemple, ne paierait pas cette taxe dite Zuckman Light, mais qui n'est pas une taxe Zuckman, qui est plutôt une taxe trouée, parce qu'il y a plein de gens qui passent au travers en réalité. Ou que M. Bernard Arnault, qui possède 48,2% de son entreprise, il lui suffirait d'acheter 1,8% et c'est bon, il est exempté d'impôt sur le revenu. Et on voit toute la difficulté parce que les socialistes qui déposent cette taxe dite Zuckman Light, ils disent que ça peut rapporter 5 milliards d'euros. Sauf que sur les 5, il y a déjà 4,5 uniquement, c'est M. Bernard Arnault. Donc si M. Bernard Arnault fuit la taxe, ça rapporte plus que 500 millions d'euros. Alors les socialistes, ils disent que ça rapporterait 5 milliards d'euros. Mais je comprends pas parce que vous venez de nous dire, oui, on a sauvé 200 000 personnes de rentrer dans l'impôt, c'est déjà ça. Est-ce que 5 milliards d'euros, c'est pas déjà ça? Si, c'est déjà ça. Mais si M. Bernard Arnault a une possibilité de fuir en rachetant des parts de son entreprise, honnêtement, la taxe ne va pas rapporter les 5 milliards. Déposer un amendement pour essayer de contrer ça. Mais ça, on a déjà déposé un amendement, ça s'appelle la taxe Zuckman. Donc, si vous voulez, il y a une tendance du côté du Parti socialiste à essayer de dire qu'ils font quelque chose, mais sans le faire réellement. Ça, c'est un jeu de dupes. En réalité, c'est pour essayer d'obtenir des accords avec les macronistes. On voit que vous tapez à l'instant, encore une fois, sur les socialistes.
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de productif? Est-ce que vous avez conscience que ça donne un spectacle d'un cirque pas très productif auprès des gens? C'est pas de ma faute si la direction du Parti socialiste a décidé d'être plutôt dans une logique d'accompagnement du gouvernement plutôt que dans une logique de censure et de rupture. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on reste fidèle aux engagements qu'on a pris dans le nouveau Front populaire. Mais par ailleurs, je fais toujours très attention à ne pas dire les socialistes en général, à ne pas dire... moi, je pense qu'il y a une direction du Parti socialiste qui fait des choix qui sont des choix particuliers, qu'il y a des militants socialistes qui sont pas tous d'accord. Alors il y a une partie qui peut être d'accord, bien sûr, mais il y a une grande partie des militants socialistes qui se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Notamment, je vais vous dire, il y a plein de gens qui ont rejoint le Parti socialiste à la suite de la Constitution, d'abord de la NUPES, puis du nouveau Front populaire. Tous ces gens qui ont rejoint le Parti socialiste en se disant bon, quand même, les insoumis, ils exagèrent, parce que c'est beaucoup des choses qui peuvent être répétées souvent sur nous. Mais les socialistes, ils sont plus raisonnables et ça y est, ils sont redevenus de gauche après François Hollande. Bah là, ils découvrent que déjà, il y a François Hollande dans l'Assemblée, et puis qu'ensuite, ils refont des politiques d'accompagnement du libéralisme. Je pense qu'il y a pas mal de militants socialistes qui sont un peu déçus du comportement de la direction. Alors, on va parler d'un autre thème assez nouveau de la part de la France Insoumise. Vous avez lancé, vous, un grand tour de France, dites-vous, de la sécurité. Concrètement, quelles mesures, vous, à la France Insoumise, vous proposez sur la sécurité? Alors déjà, c'est pas nouveau, parce que c'est des thèmes qu'on a beaucoup travaillé. Vous en parliez moins avant. C'est difficile quand on est de notre bord politique d'amener le sujet parce que c'est pas le sujet sur lequel on nous interroge le plus souvent. Bah justement, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu organiser ce Tour de France de la sécurité. L'idée, c'est que on vienne parler de nos mesures sur ce sujet, parce que sur tous les... C'est lesquelles vos mesures? Par exemple, travailler à la prévention, parce que quand on vient parler de sécurité, on entend sans arrêt des gens qui viennent nous dire il faut punir plus durement, il faut augmenter les peines dans le code pénal. C'est une logique de terreur en fait. C'est on va faire très peur aux gens et on va espérer que ça règle le problème. Bah non, il y a plein de sujets à poser. Par exemple, des mesures sur la prévention, sur la sécurité routière, des mesures sur la question de la consommation d'alcool. C'est un sujet dont on parle pas assez, mais par exemple dans les violences intrafamiliales, c'est un des sujets les plus importants que celui-ci. Et sur de nombreux sujets, on peut faire de la prévention plutôt que de la répression. Et justement, c'est pour éviter que les gens commettent des crimes, commettent des délits et agir avant, à la racine, à la base. Très rapidement, on vous a souvent considéré absent sur ce terrain, notamment parce qu'il y a eu des propos dans votre famille politique et qui ont parfois pu choquer. C'est le cas des propos de votre collègue Paul Vannier, me semble-t-il, qui a tweeté il y a quelques jours, 20 ans après la mort de Ziad Bouna, que la police tuait. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer, notamment des policiers qui font correctement leur travail, cette essentialisation de leur profession? C'est pas une essentialisation, et je pense que les policiers qui font correctement leur travail, comme vous le dites, eux-mêmes, ils pâtissent de l'image négative qui est donnée par des policiers qui sont des ripoux, en réalité. Faut appeler un chat un chat. Et pourquoi pas faire la distinction quand vous le dites? On fait précisément la distinction, mais dire la police tue, c'est-à-dire l'institution policière, elle est armée et elle peut tuer, et ça fait partie des choses qui arrivent, puisque depuis la mort de Ziad Bouna, il y a au moins 160 personnes qui ont été tuées dans des interventions policières. Pardon, je voudrais précisément vous dire que c'est une question de sécurité. Parce que quand les jeunes de notre pays, quand il y a une partie des jeunes de notre pays qui se disent qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans la police, qui, quand ils voient des policiers, plutôt que d'être rassurés en se disant... Quand vous dites la police tue, vous accentuez pas ça? Non. Précisément, on essaye de faire émerger un sujet. Oui, il y a un sujet de violence policière, de brutalité policière, de racisme dans la police qui existe et qui frappe des jeunes de notre pays. Moi, je considère que c'est pas normal quand un jeune me dit que quand il voit une voiture de police alors qu'il a rien à se reprocher, il va être obligé de faire le tour parce qu'ils se disent que s'ils croisent un policier qui est mal luné ce jour-là, ils vont se faire contrôler, ils vont finir au poste, ils vont aller en garde à vue. Pardon, mais ça, c'est une question rigoureuse de sécurité, parce qu'il y a une partie des gens pour qui la police ne fait pas de la sécurité, mais au contraire peut être un facteur d'arbitraire et d'aller en garde à vue pour un oui, pour un non. Ça, c'est pas normal. Mais par ailleurs, je termine d'un mot, mais je voudrais pas juste finir là-dessus. Je dis aussi qu'il y a un problème avec la police judiciaire. Il y a eu une baisse de moyens considérable dans la police judiciaire. On n'est plus capable de résoudre les enquêtes. Et il va falloir mettre des moyens dans la police judiciaire. On en reparlera. Merci beaucoup, Antoine Léaumont, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.